Bon, mais écoutez, nous allons accueillir maintenant Jean-Louis Gouraud. Je regrette naturellement que vous ne soyez pas très nombreux ce soir par rapport à nos mercredis de la communication habituels. Et je le regrette d'autant plus que ce qui va se passer maintenant est très original et même, je dirais, ne se reproduira pas, hein, puisque Jean-Louis ne parle pas très souvent de tout ce qu'il a fait à la fois pour la cause des chevaux, mais aussi de son action personnelle. Moi, quand je lui ai demandé de venir nous voir, c'était un peu en réaction à la communication telle qu'on l'imagine habituellement, la communication avec des gros moyens de publicité, avec des grandes équipes, avec des plans, des organisations considérables. Et les dernières conférences qu'on a vues, notamment les deux premières, vous ont montré, si vous voulez, dans quel monde on se situe généralement quand on parle de communication. Or, pour connaître Jean-Louis depuis très longtemps, je sais, si vous voulez, que c'est un homme seul, mais un homme seul qui est capable de bouleverser, de bouger des montagnes, n'est-ce pas, de faire évoluer des mentalités sur des causes qui semblent pourtant pas primordiales. Et depuis des dizaines d'années, n'est-ce pas, je le vois arpenter la planète, des terres extrêmement lointaines, l'Asie, l'Afrique, et où tout bouge grâce à lui par rapport à la relation de l'homme avec cet allié primordial qu'est le cheval. Pourquoi cet allié primordial? Parce qu'ainsi qu'il l'a écrit, si l'homme a domestiqué le cheval a civilisé l'homme. Réfléchissons un instant, que serions-nous sans le cheval, tout simplement? N'est-ce pas? Nous serions toujours au fond de nos huttes, nous serions toujours situés à 20-30 km du lieu où on existe. Or, le cheval, c'est ce qui a permis effectivement les grandes traversées de l'homme à travers le monde, les grandes conquêtes, les grandes découvertes, etc. Et comment se fait-il effectivement qu'un animal et un être humain aient trouvé cette alliance qui est l'histoire du monde elle-même, qui se confond avec elle. Donc en réalité, c'est un cours d'anthropologie, de sociologie, par quoi tout cela commence. Et puis après ça, bien, c'est l'histoire d'un homme qui prend conscience de tout cela et qui en donne la conscience, je dirais, aux dirigeants, à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont responsables du passé dans le présent, hein, puisque le cheval... Bon, bien, on pourrait se dire que ça ne sert plus à rien depuis qu'il y a des voitures, puis qu'il y a des avions et tout ce qui s'ensuit. Or, on sent bien au fond de nous, et si que nous sommes liés d'un lien étrange, même si nous ne sommes pas cavaliers, même si nous ne sommes pas des hommes de cheval, eh bien, avec cet animal qui est plus qu'un animal, qui est quelque chose un peu comme un double de nous-mêmes, à un tel point, si vous voulez, que bien, on s'aperçoit que jusqu'aux jeunes enfants, il y a un lien, encore une fois, difficile à définir, mais je crois universel, permanent. Voilà. Et c'est tout cela qu'on va essayer comment dire, sinon d'approfondir, moins de ressentir à travers l'expérience de Jean-Louis, de sa vie, la manière dont il est venu justement à cette cause et comment il l'a, comment il l'a grandi, je dis bien, comment il l'a grandi à travers sa force et son expérience personnelle. Mon cher Jean-Louis, hein, ça fait à peu près, je ne veux dire pas combien de dizaines d'années qu'on se connaît, hein, et puis on a nourri quand on était jeune, presque à leur âge, des projets d'éditeurs, des projets de livres, des projets de films, des projets de télévision, des projets de cinéma. On a à peu près tout réussi, du moins ce qu'on voulait faire, hein, et c'est pas mal. Et donc c'est avec fierté, avec bonheur et avec fidélité que je vous reçois aujourd'hui et que j'en suis ému, je ne pourrais rien vous le cacher. Merci Bernard, merci à l'assistance. Je pense qu'il y aurait eu plus de monde si vous aviez proposé un spectacle équestre. Je n'ai pas pu venir avec des chevaux parce que ce n'est pas prévu ici. Mais je me permets de saisir cette occasion pour vous recommander, avant que ce ne soit trop tard, d'aller voir le meilleur spectacle équestre qu'on puisse voir actuellement à l'Académie équestre de Versailles, où Bartabas anime une académie qui est à la fois
un hommage à la tradition et en même temps une effervescence de créativité, de beauté, d'élégance et de grâce, comme seuls les chevaux savent en donner. Parler du cheval, c'est d'abord commencer par s'étonner du mystère qu'il y a dans cette relation entre l'homme et le cheval, qui est en vérité qui n'aurait jamais dû se produire, parce que il y a une telle différence entre l'homme et le cheval. Nous sommes des deux espèces qui sont si radicalement différentes qu'il est très étrange que ces deux espèces aient fini par se rejoindre et coopérer et s'améliorer l'une l'autre. Parce qu'il faut quand même se rappeler, c'est la base de tout ce qui va suivre, que le cheval, c'est un herbivore et que nous sommes des carnivores. Pour dire les choses autrement, le cheval, c'est un gibier et nous sommes des chasseurs. Et mon voisin de gauche me disait tout à l'heure que lui, son premier abord avec le cheval, c'est plutôt d'en avoir peur. J'aimerais pouvoir lui répondre que lorsque il y a la rencontre entre les éléments de ces deux espèces, celui des deux qui devrait avoir le plus peur de l'autre, c'est le cheval, parce que le prédateur, c'est pas le cheval, le prédateur, c'est l'homme. Et c'est peut-être cette... D'ailleurs, je crois qu'il y a très très peu d'exemples dans l'histoire de l'humanité de coopération entre interespèces. Alors bien sûr, on a su coopérer avec le dromadaire et un petit peu avec l'éléphant, mais enfin, il n'y a pas d'autre exemple aussi universel que cette coopération entre l'homme et le cheval. Ce qui explique peut-être cette différence fondamentale de nos tempéraments, de nos pulsions, puisque chez le cheval, la pulsion première, c'est la fuite, et chez l'homme, c'est évidemment le mouvement, l'agression, la chasse. Bon. C'est peut-être ce qui explique un autre phénomène qui m'a longtemps étonné, qui est pourquoi, alors que l'homme exprime sa fascination pour cet animal depuis les temps les plus anciens, je crois que les traces les plus anciennes qu'on puisse citer en référence, ce sont les fresques de la grotte Chauvet, qui ont 35 000 ans d'âge, 35 000 ans. Déjà, sur les grottes, les hommes préhistoriques exprimaient cherchaient à exprimer sans doute leur admiration pour cet animal qui n'était pas domestiqué à l'époque. Et il a fallu, précisément, c'est une des interrogations à laquelle je n'ai pas de réponse, pourquoi a-t-il fallu attendre 300 siècles pour que l'homme passe de cette admiration lointaine, dont témoigne l'iconographie préhistorique, qu'il passe de cette admiration lointaine ou de ce rapport de chasseur à gibier à une autre forme de relation qui est la domestication. Car la domestication est un phénomène extrêmement récent. La domestication du cheval est beaucoup plus récente que la domestication du chien ou du mouton ou de la vache. Et c'est tout récemment, c'est en octobre, le mois dernier, ou il y a 2 mois, que la revue britannique bien connue Nature a publié une enquête, enfin le résultat d'une recherche extrêmement sérieuse menée par quelques 150 à 200 chercheurs dans le monde qui ont analysé le génome de tout ce qu'on a pu trouver comme matériel archéologique relatif au cheval, et qui indique que la fixation du cheval actuel, c'est-à-dire du cheval tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le cheval domestiqué, cette fixation n'est pas très ancienne, elle est de 2200 ans avant notre ère, c'est-à-dire elle n'est seulement que de 4200 ans. Donc alors, ce qui est d'ailleurs le plus intéressant dans cette
dans cette étude récente, c'est qu'elle démontre que simultanément à la domestication d'une des espèces qui se trouvaient de chevaux qui se trouvaient sur la planète, en même temps que l'une d'elles était domestiquée, toutes les autres, c'est-à-dire les espèces sauvages, ont disparu. C'est-à-dire c'est l'espèce domestiquée qui a dominé toutes les autres. Alors, le fait que là, je précise quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion dans les commentaires de presse, que la fixation de la race domestique telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça ne signifie pas la domestication. Il y a eu 1000 ans auparavant des tentatives de domestication, et en particulier dans l'actuel Kazakhstan, on a retrouvé des morceaux de poterie qu'on a pu dater au carbone 14, donc dater avec beaucoup de précision, qui, elles, sont de plus de 3000 ans avant notre ère. Et sur ces poteries, on a trouvé des traces de lait de jument, ce qui tente à prouver que les premiers gestes de domestication, le premier but de la domestication, ce n'était pas de monter dessus, ce n'était pas de les utiliser en attelage, c'était sans doute d'en utiliser, de les utiliser comme des vaches, c'est-à-dire pour la production de lait. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que de nos jours encore dans cette région du monde, il y a le Kazakhstan, Kyrgyzstan, Asie centrale, etc., on continue à consommer du lait de jument, et ce travail, le fait de traire les juments est toujours confié aux femmes, ce qui laisserait supposer que le premier homme à avoir domestiqué un cheval, en fait, c'est une femme. Ce qui était peut-être un abus d'interprétation des découvertes archéologiques. Mais cette alliance très tardive, donc, puisque elle n'a seulement que 4500 ans par rapport à notre époque, a été incroyablement productive, puisque, comme l'a dit quelqu'un, je crois qu'on peut dire que l'histoire de l'homme a commencé à ce moment-là. C'est-à-dire que quelqu'un a dit retirer le cheval de l'histoire des hommes, il n'y a plus d'histoire. Et c'est vrai que c'est avec le cheval que l'homme a commencé l'exploration du monde. Et c'est avec le cheval qu'il a commencé à pouvoir s'accaparer sa vitesse, sa force, sa puissance. Alors, on me dira que tout ça c'est le passé, que qu'on ne peut en avoir que la nostalgie, mais que de nos jours, l'homme a trouvé d'autres outils, d'autres moyens d'exercer sa puissance. On a mécanisé, on a motorisé, et le cheval n'est plus qu'un souvenir ou un élément plus ou moins folklorique d'un passé révolu. L'expérience prouve que le cheval a déjà assez bien résisté à une première probable disparition, qui était au lendemain de la dernière guerre mondiale, où là, en effet, sont arrivés s'est répandu, s'est généralisé le phénomène de la mécanisation, et on aurait pu penser que le cheval était devenu inutile. Et ça n'a pas été le cas, puisque le cheval est devenu à ce moment-là un élément de loisir, un élément il y a eu une reconversion, une adaptation formidable de cet animal à la société humaine, puisque d'animal de travail, il est devenu animal de loisir, et c'est sa principale fonction actuelle, puisque dans les courses ou dans les sports équestres ou dans le tourisme équestre, c'est son usage principal, c'est son utilisation principale. Voilà, donc je voulais commencer par exprimer ce grand mystère, cette rencontre inattendue
entre deux espèces qui, a priori, n'avaient rien en commun, et même souligner le fait qu'il n'y a pas d'autre exemple dans les relations interespèces. Alors aujourd'hui, le cheval se trouve menacé par de nouveaux éléments qui partent souvent d'ailleurs j'évoque, là pour dire ça en un mot, j'évoque les campagnes animalistes qui ont beaucoup de succès, au point que dans les cours de récréation, on commence à entendre des petits garçons ou des petites filles qui reprochent à leurs copains ou leurs copines qui sont en train d'expliquer qu'ils veulent aller passer le week-end sur un cheval, dire mais t'es dégueulasse, pourquoi tu veux embêter cet animal, il t'a rien demandé, fous-lui la paix, etc. Et on entend en effet des mouvements antispécistes, animalistes, etc., qui préconisent le fait qu'on mette définitivement fin à ce pacte millénaire qui a été passé entre l'homme et le cheval depuis 4500 ans ou 5000 ans, et qui propose que l'homme cesse d'utiliser, d'employer, de fréquenter le cheval, ce qui serait évidemment inexorablement signifier la disparition de l'espèce. Car je voudrais le souligner à nouveau, ce qui a sauvé le cheval de la disparition, c'est la domestication. Je rappelle que toutes les races ou types de chevaux sauvages qui existaient ont toutes disparu au moment de la domestication. Et le dernier élément qu'on aurait pu considérer comme sauvage, enfin on a découvert par la suite que non, finalement il n'était pas tout à fait sauvage, c'est ce fameux cheval dit de Przhevalsky qu'on a longtemps cru être un animal sauvage. Les derniers survivants de cette espèce ont été aperçus par un explorateur russe à la fin du XIXe siècle, et l'espèce en question, le type en question a disparu, non pas par la prédation de l'homme, non pas parce que l'animal a été pourchassé, mais tout simplement parce que les chevaux ne savent plus survivre dans leur milieu naturel. Et ce qui a permis au cheval de survivre, c'est la protection de l'homme. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où le cheval s'est mis, ce sont les variétés, en tout cas de chevaux sauvages, qui se sont mis sous la protection de l'homme, sous la forme de la domestication, ce sont elles qui ont survécu. Et donc, vouloir mettre un terme, comme le souhaitent certains extrémistes, à ce pacte, c'est vrai que beaucoup d'hommes ont usé et abusé, enfin dans l'histoire, et on continue d'ailleurs à le faire, user et abuser du cheval, mais il faut se souvenir que le cheval doit quand même à l'homme sa survie. Alors, encore une fois, je pense que souhaiter la fin de ce pacte que les hommes et les chevaux ont passé à se rendre mutuellement des services qui sont d'ailleurs, je trouve, assez bien équilibrés, parce que ce serait un très grand recul de civilisation. D'abord parce que ce serait mettre fin à 5000 ans de relations riches entre les deux espèces. Et deuxièmement, je pense que le cheval n'a pas fini de servir l'homme ou d'être utile à l'homme ou de pouvoir améliorer l'homme. Je défends l'idée que... Alors, encore une fois, je ne veux pas, il y a sans doute parmi vous des partisans de ces considérations animalistes qui partent, c'est vrai, souvent d'un bon sentiment. Enfin, c'est-à-dire que je reconnais que dans la manière dont les hommes traitent les chevaux, ou les animaux en général, il y a eu souvent des choses inacceptables, inadmissibles, et que naturellement il faut réformer tout ça, et qu'il faut sanctionner, et qu'il faut peut-être veiller à ce que les chevaux ne soient pas entre les mains de n'importe qui, il faut peut-être améliorer la formation de ceux qui s'en occupent. C'est vrai que l'homme maintenant, principalement surtout dans nos sociétés occidentales, ceux qui utilisent le cheval, ce sont surtout des gens des villes,
et non plus des gens des campagnes. C'est vrai que donc les hommes, les cavaliers, les cavalières connaissent moins bien le cheval, puisqu'ils vivent dans des villes et ne découvrent le cheval que le week-end, quand il s'agit d'aller faire un stage dans un centre équestre, etc. Et donc cette ignorance et cette incompétence peut provoquer parfois des dégâts. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait d'accord avec les animalistes quand ils préconisent de veiller à la bientraitance, au bien-être animal. Bien sûr que nous sommes tous prêts à reconnaître que l'animal, le cheval en particulier, est un être sensible, doté de sensibilité, qu'il peut souffrir, qu'il peut avoir peur, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais de là à vouloir rompre tout emploi, toute fréquentation, toute utilisation, c'est-à-dire signifie la disparition du cheval, parce que je répète, le cheval n'existe que parce que l'homme s'en occupe. Au moment où l'homme ne s'en occupera plus, ou n'en aura plus besoin, l'espèce va disparaître. Sauf à survivre sous forme de quelques spécimens dans des zoos, ce qui est pas, et d'ailleurs les zoos eux-mêmes, comme vous le savez, l'existence même des zoos est contestée par les mouvements animalistes. Je pense que l'histoire entre les hommes et les chevaux n'est pas terminée, parce que justement ce phénomène d'urbanisation, le fait que nous sommes tous de plus en plus enfermés dans des villes, de plus en plus prisonniers de la mécanique, de plus en plus connectés à des outils qui nous séparent, qui nous éloignent de la nature, je pense que le cheval peut, au contraire, nous offrir un lien avec cette nature. Beaucoup de gens, ça a été un très grand succès au cours de ces 10 dernières années, on dit voilà, il faut absolument retourner dans les forêts, il faut embrasser les arbres, Alors c'est vrai, très bien, les arbres sans doute nous permettent de nous ressourcer, ou comme l'a dit un journaliste, permettent de nous raccrocher aux branches de la nature, mais il y a mieux que les arbres, il y a le cheval qui peut nous faire retrouver et qui peut satisfaire la part animale qui reste en nous-mêmes et dont les moyens électroniques, informatiques et mécaniques nous ont séparés. Voilà en préambule ce que j'espère avoir répondu plus ou moins à votre question. Si ce n'est pas le cas, je suis prêt à développer. Et naturellement, si vous le souhaitez, je suis prêt à répondre à des questions. Je pense que maintenant, Jean-Louis, ce que nous attendons, c'est effectivement votre relation, vous, personnelle, avec le cheval. Et puis, d'une part, en tant que cavalier et auteur d'un certain nombre, je dirais, d'exploits, entre guillemets, et d'autre part, le fait qu'aujourd'hui, vous continuiez à fréquenter ces animaux sous toutes les latitudes, puisque dans le dernier mail que vous m'envoyez, si vous voulez, vous disiez que vous reveniez même d'avoir fait du cheval en Corée du Nord, n'est-ce pas? Et dans d'autres pays aussi lointains et étranges. Vous pourriez nous raconter peut-être la grande aventure qui était celle de Paris-Moscou. Oui, avec plaisir. Je voudrais, en se raccrochant au sujet précédent, compléter, je vais naturellement répondre à votre question, mais je voulais aussi dire que je suis un peu inquiet, consécutivement à ces mouvements animalistes et à ces campagnes qui préconisent la séparation entre l'homme et les animaux. Je voudrais dire que tout ça finit par avoir une certaine influence, évidemment, dans le monde politique. Et que le législateur prépare des batteries de lois ou de réglementations en faveur, et c'est tant mieux, en faveur du bien-être animal. Simplement, je voudrais souligner le fait que on ne peut pas appliquer au cheval une réglementation qui s'appliquerait à l'ensemble des espèces animales. Le cheval présente une particularité. Ce n'est pas un animal de compagnie, comme le chien ou le chat. Ce n'est plus un animal de rapport, comme la vache ou le cochon ou le mouton.
Animal de compagnie, il ne le sera jamais parce qu'il est encombrant, parce que il lui faut, enfin, on ne peut pas l'avoir chez soi, on peut pas. Il est très volumineux et puis il ne contrôle pas, comme l'avait souligné mon ami Jean-Pierre Digard, il ne contrôle pas son sphincter, donc on ne peut pas l'avoir à la maison. Mais en même temps, c'est pas un animal de rapport puisqu'il n'est plus fabriqué. Il l'a été pendant un certain temps, mais il n'est plus fabriqué pour sa consommation, pour sa viande. Et donc, le cheval bénéficie ou devrait bénéficier d'un statut qui lui serait propre. Et en effet, là, le cheval présente des différences considérables avec ces deux types, ces deux groupes d'animaux, et il me semble difficile pour le législateur de mettre tout ça dans le même sac et de faire des lois qui s'appliqueraient aussi bien aux chats, aux poissons rouges, aux vaches ou aux cochons. Je revendique un statut particulier pour le cheval, qui est un animal familier, mais qui n'est pas un animal de compagnie. Voilà. Alors, pour répondre à la question de Bernard, en effet, j'ai été... c'est Cuvier, je crois, qui disait « Dis-moi comment un peuple utilise le cheval, je te dirai quel est ce peuple, je te dirai quelle est sa culture, quelle est sa civilisation. » Et c'est vrai qu'on peut s'intéresser aux cultures du monde à travers la musique, ou à travers l'architecture, ou à travers la littérature. En ce qui me concerne, ça a été à travers le cheval et la manière dont les peuples utilisent ou emploient ou n'emploient pas cet animal. Et alors ça m'a amené en effet à fréquenter beaucoup l'Asie centrale, beaucoup la Chine, beaucoup l'Inde, beaucoup l'Afrique, y compris l'Afrique au sud du Sahara, beaucoup l'Afrique du Nord évidemment, l'Asie centrale, la Russie, etc. etc. Bon, à propos de Russie d'ailleurs, j'avais même, puisque Bernard me prie de rappeler cette affaire, en effet, j'ai un jour, c'était au mois de mai, un 1er mai d'il y a une trentaine d'années, j'ai pris mes 2 chevaux, qui étaient des chevaux de race trotteur français, et puis... pardon ? Ah, non, j'ai cru entendre... Non, pas... Et j'ai pris 2 chevaux en partant de Paris, qui étaient mes chevaux habituels, et des chevaux qui avaient 10 et 12 ans, donc c'était des chevaux à la force de l'âge. Je le dis tout de suite, c'est des chevaux de réforme, c'est-à-dire c'est des chevaux qui n'avaient pas réussi les qualifications pour devenir des chevaux de course, des chevaux trotteurs, et donc en général, les chevaux qui ne réussissent pas leur qualification, on les recycle ou bien dans la boucherie, ou bien dans les centres équestres. Et moi, j'avais récupéré ainsi 2 chevaux, 2 trotteurs français, que j'avais accoutumés à travailler ensemble. Et nous sommes tous les 3, donc les 2 chevaux et moi, partis, on a quitté Paris le 1er mai de l'année 1990 pour arriver à Moscou, c'est-à-dire 3400 km plus loin, 75 jours plus tard. Nous sommes arrivés sur la place Rouge à Moscou après donc 75 jours de voyage. Ce qui fait, alors je ne sais pas s'il y a ici des cavaliers, ce qui fait une moyenne quotidienne de 45 km par jour, ce qui est beaucoup. Juste par comparaison, dans les règlements de cavalerie, on estimait qu'une étape moyenne devait être d'une trentaine de kilomètres par jour, et encore 5 jours par semaine. Mais moi, j'ai pu aller si vite parce que j'ai utilisé une technique dont j'avais eu connaissance tout simplement par la littérature. L'affaire remonte à 1889, c'est-à-dire le premier centenaire de la Révolution française. Des cavaliers russes apprenant qu'on était en train de construire à Paris la Tour Eiffel, et puis Paris était de toute manière a toujours fasciné les Russes, donc des cavaliers russes
sans doute à la suite d'un pari stupide, décide de venir voir la Tour Eiffel. Et l'un d'eux, un certain Mikhail Asseyev, prend les deux juments qui faisaient partie de son régiment et, en effet, entreprend son voyage de Loubny, qui est une petite garnison près de Kiev, dans l'Ukraine actuelle, mais qui faisait partie de l'Empire russe à l'époque. Et il arrive à Paris en utilisant ces deux juments, en utilisant une technique qu'il appelait l'équitation à la turkmène, et qui part du principe très intéressant que ce qui fatigue un cheval, ce n'est pas les kilomètres, parce que le bon Dieu a fabriqué un animal qui est fait pour marcher. Vous savez, un cheval tout seul, libre dans la nature, on dit qu'il juste pour marcher derrière l'herbe, il fait 30 km par jour, juste pour brouter, pour se nourrir. Et donc, demander à un cheval de faire 30 km ou 40 km ou 45 km, c'est pas ça qui le fatigue. Ce qui fatigue un cheval, ce sont les kilogrammes. Et donc, il suffit, c'était le raisonnement de ce cavalier, il suffit d'alterner un cheval qui est monté et puis un cheval qui n'est pas monté, qu'on tient en main et qui marche à côté de vous. Ce cheval qui est de réserve ne fatigue pas puisqu'il ne fait que marcher. Donc, le soir, c'est un cheval frais que vous pouvez monter le lendemain, tandis que l'autre que vous avez utilisé la veille, lui, se repose en marchant le lendemain. Grâce à cette technique, Asseyev a pu réaliser un exploit absolument formidable, puisqu'il a fait son voyage avec une moyenne quotidienne de 80 km par jour, ce qui est complètement invraisemblable. Mais son voyage, alors il est arrivé en effet à Paris, il a vu la Tour Eiffel. La Société protectrice des animaux de l'époque l'a célébré. C'est là où on voit la différence de mentalité entre les animalistes de l'époque et les animalistes d'aujourd'hui, en le félicitant d'avoir réussi à amener ses chevaux en aussi bon état après avoir réalisé un aussi long voyage. Et c'est un siècle plus tard, donc en 1989, qu'un de mes amis russes, soviétiques à l'époque, me raconte cet exploit et me lance le défi, me dit « Mais vous, les Français, vous ne seriez certainement pas capables d'en faire autant. » Alors j'ai relevé le défi, j'ai dit « Si, nous aussi on a des bons chevaux, et nous aussi on peut faire ce genre d'opération. » D'ailleurs, pour vous dire la vérité, en relevant le défi, j'étais à peu près sûr que ça ne pourrait pas se faire, parce qu'on était encore à l'époque soviétique, et il y avait un machin qui se dressait entre le monde occidental et le monde soviétique qui s'appelait le rideau de fer. Et on n'avait jamais vu un type pouvoir traverser ce rideau de fer à cheval. Mais, par chance, c'était l'époque où un certain Mikhail Gorbatchev avait lancé l'idée d'une maison européenne, et lorsque l'affaire lui a été soumise, puisque moi je bénéficiais du soutien de la Fédération soviétique des sports équestres, et il faut savoir qu'à l'époque soviétique, les fédérations sportives avaient une grande importance politique, puisque c'est les fédérations sportives qui pouvaient ramener ou non des médailles aux Jeux olympiques. Et donc la Fédération soviétique des sports équestres avait accès au cabinet de Gorbatchev, qui a donné son accord pour que je puisse entreprendre ce voyage et franchir le rideau de fer à cheval, ce qui fait toujours un assez bon gag, puisque à cause de fer à cheval, enfin bon, voilà. Bon. Mais j'ai donc appliqué cette même technique de l'équitation dite à la turkmène, et après avoir traversé la France, l'Allemagne fédérale, l'Allemagne démocratique, puisqu'à l'époque il y avait encore deux Allemagnes, puis la Pologne, puis la Biélorussie, puis la Russie, je suis arrivé à Moscou, où là évidemment les Russes ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire m'ont réservé un accueil plus que magnifique, m'ont couvert de fleurs, de diplômes, de compliments, de bouquets de fleurs, voilà. Bon. Donc ça, c'est une de mes aventures inoubliables, dont j'ai ramené d'ailleurs d'assez nombreux souvenirs, et en particulier mon épouse, que j'ai ramené, c'est un peu mon trophée de guerre, que j'ai ramené de Russie. Mais à part ça, oui, j'ai sillonné toute l'Afrique du Nord, l'Algérie en particulier, dont les hauts plateaux algériens sont sans doute le meilleur réservoir
d'une race de chevaux tout à fait extraordinaire qu'on appelle le cheval barbe, c'est-à-dire le cheval d'origine berbère. Et c'est un cheval qui, à mes yeux, et pour moi en tout cas, fait partie des races les plus remarquables, si vous voulez, c'est un animal qui n'est ni trop grand ni trop petit, qui est économe, qui est sobre, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son dos. Et ce cheval a essaimé dans le monde entier. C'est une success story absolument extraordinaire, puisque déjà c'est le cheval qu'utilisait Hannibal quand il a voulu faire son tour de la Méditerranée, passant de Carthage en Espagne, de l'Espagne, franchit les Pyrénées, puis les Alpes, puis alors, parce qu'on a parlé évidemment des éléphants de Hannibal, mais c'est surtout quand les éléphants étaient tous morts, sauf un, après avoir franchi les Alpes, alors que toute sa cavalerie était intacte, et c'est avec cette cavalerie qui était arrivée aux portes de Rome. Ça, c'était avant Jésus-Christ. Bon. Mais ensuite, dans ce qu'on a appelé la fameuse conquête islamique, qui a été menée par des tribus de cavaliers berbères, l'arrivée massive de chevaux d'Afrique du Nord en Espagne a permis la constitution d'une race locale qu'on appelle le Genet d'Espagne, ou le cheval andalou, et qui a été ensuite l'animal qui a été transporté par les conquistadors en Amérique, où, comme vous le savez, Christophe Colomb, lorsqu'il est arrivé dans les Amériques, a constaté qu'il n'y avait pas un seul cheval en Amérique. Et c'est avec le deuxième voyage de Christophe Colomb, puisque dans le premier voyage, il avait constaté donc, qu'il n'y avait pas de chevaux du tout. À son second voyage, il a emmené des étalons et des poulinières, donc d'Espagne, c'est-à-dire des chevaux andalous. Et ce sont ces chevaux-là qui se sont mis à proliférer en Amérique. Et tous les chevaux d'Amérique ont du sang d'origine andalouse, c'est-à-dire barbe. J'ajoute qu'il y a du barbe aussi dans ce qu'on appelle le pur sang anglais. D'ailleurs, je souligne là au passage que utiliser le mot pur sang pour un cheval dont l'origine est un sang mêlé, puisque à l'origine du pur sang anglais, on trouve un étalon barbe, justement, on trouve un étalon arabe et on trouve un étalon turc. Mais les Anglais ont appelé ça un pur sang anglais parce qu'en effet, les poulinières qui ont été utilisées étaient des poulinières anglaises. Mais donc, il y a dans le pur sang anglais, qui est quand même le cheval le plus rapide du monde, celui qui est utilisé aujourd'hui sur les hippodromes, il y a du sang barbe. Donc le barbe a essaimé également dans toute la partie sud de l'Afrique, c'est-à-dire il a traversé les espaces désertiques du Sahara pour composer tout le cheptel des empires cavaliers, des empires russes, l'empire mandingue et quelques autres, qui étaient des empires cavaliers. Et de nos jours encore, on trouve en Afrique, au sud du Sahara, des sultans qui ont, c'est vrai au nord Cameroun, c'est vrai au nord du Nigeria, qui utilisent encore une cavalerie de parade, et c'est même vrai au Burkina Faso, où les Mossi, le Mronaba continue à être escorté par une cavalerie lorsqu'il se rend à la mosquée ou lorsqu'il se rend à un événement considérable. Et tout ça, c'est parti d'un foyer unique qui est l'Afrique du Nord, qui est le cheval berbère, le cheval barbe, et dont on peut raconter l'histoire avec une iconographie disponible depuis des temps très anciens, puisque déjà, je répète, Hannibal utilisait, qui lui n'était pas berbère, mais Hannibal utilisait des cavaleries puniques, c'est-à-dire berbères, pour organiser ses conquêtes. Alors l'autre grand foyer qui a essaimé dans le monde, c'est en Asie centrale. L'épicentre peut être ce qu'on peut appeler l'épicentre, c'est la Mongolie. Et alors, la Mongolie, pour ceux qui aiment les chevaux, c'est un petit peu un voyage indispensable parce que je crois que c'est le seul pays au monde où il y a plus de chevaux que d'hommes. Et donc, quand on aime les chevaux, c'est évidemment là-bas qu'il faut aller. Mais la Mongolie, c'est en effet le cheval mongol, c'est-à-dire le cheval de Chinggis Khan, a joué un petit peu le même rôle que le cheval berbère en Afrique du Nord, c'est-à-dire il a essaimé dans toute l'Asie centrale, jusqu'en Chine,
et en Mandchourie. Et c'était justement pour essayer de voir ce qui était devenu ce fameux cheval mandchou que j'ai voulu récemment aller en Corée du Nord, ce qui n'a pas été très facile parce que lorsque j'ai approché les autorités nord-coréennes pour leur dire que je désirais aller dans leur pays et qu'ils m'ont demandé pourquoi faire, j'ai dit pour voir des chevaux. Donc ils ont cru que je me moquais d'eux. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour les convaincre que non, c'était vraiment sérieux. J'avais vraiment envie d'aller voir en Corée du Nord s'il y avait des chevaux. L'argument principal d'ailleurs qui les a finalement convaincus de me donner un visa pour aller en Corée du Nord, c'est que le fondateur de la République populaire de Corée du Nord, le glorieux Kim Il-sung, a écrit des mémoires que je vous recommande d'ailleurs parce que ce sont des textes tout à fait bien écrits. C'est un très bon écrivain et c'est tout à fait passionnant. Et dans ses mémoires, il consacre un chapitre entier à exprimer son amour pour un cheval qui, un jour, lui a sauvé la vie. Alors, il a suffi que je cite la parole de Kim Il-sung pour que, évidemment, on me donne ce visa qui m'a permis d'aller explorer la Corée du Nord pour constater que, malheureusement, on n'utilise plus de chevaux en Corée du Nord. Il reste encore quelques éléments de cavalerie dans l'extrême nord de la Corée du Nord, le long de la frontière avec la Russie. Mais enfin, la seule survivance du cheval en Corée du Nord, elle est allégorique, puisque le symbole de la République et du parti de Corée du Nord, son allégorie, son symbole, c'est un cheval. Un cheval qui d'ailleurs est représenté au sommet d'un monument qui domine toute la ville de Pyongyang. Et on estime que ce cheval, alors c'est un cheval légendaire, un peu comme chez nous, on a un personnage qui est équipé de bottes de 7 lieues qui lui permet d'aller plus vite qu'un piéton normal. Là-bas, ce cheval, on appelle le cheval de 1000 li, L-I, qui est un élément comme la verste ou comme le mètre, etc., qui est et qui permet d'aller 1000 fois plus vite qu'un cheval normal, et c'est comme ça que Kim Il-sung entend que fonctionne le parti. Il faut que le parti aille 1000 fois plus vite que les autres pays dans le monde. Donc le cheval est devenu à une puissance non pas une existence physique en Corée du Nord, mais une existence allégorique, encore que le jeune dirigeant actuel de ce pays, qui, comme vous le savez, a grandi à l'étranger, en particulier en Occident, en particulier en Suisse, il sait bien que dans les nouvelles générations de Corée du Nord, on ne peut pas continuer à les nourrir exclusivement de la doctrine de son grand-père, Kim Il-sung, et qu'il faut quand même un petit peu ouvrir les vannes, laisser un peu d'espace, de liberté. Bon, raison pour laquelle il a ouvert un grand centre de loisirs du genre fête à neuneux, quoi, avec des manèges, etc. Il a ouvert une station de sport d'hiver et il a fait créer un magnifique centre équestre que j'ai pu visiter, dans lequel il y a des chevaux, mais qui ne sont pas des chevaux de Corée du Nord, qui sont des chevaux qui ont été offerts par la Russie de Poutine, qui ont été offerts à Kim Jong-un. Voilà la situation, le résultat de mon espionnage en Corée du Nord. Alors j'ai été souvent considéré comme un espion, en effet, parce que j'avais été en Albanie, par exemple, à l'époque de la dictature de Enver Hoxha, et là aussi, c'était sous couvert de faire un rapport sur la situation de l'élevage en Albanie. Alors voilà, mais non, mes enquêtes étaient toujours strictement zootechniques. Mon cher Jean-Louis, pour terminer, peut-être que vous pourriez nous parler du cimetière des chevaux impériaux à Saint-Pétersbourg et puis de votre grand projet actuel, à savoir l'édification d'un monument aux chevaux morts dans toutes les guerres. Oui. En effet,
j'ai eu la chance d'être, en dehors de monter à cheval, j'ai quand même un métier, et ce métier d'éditeur. Et comme éditeur, j'ai eu à entretenir des relations avec la principale maison d'édition de l'Union soviétique, que Bernard connaît bien d'ailleurs, qui sont les éditions du Progrès. Les éditions du Progrès avaient créé, à l'initiative d'Aragon, lorsque Aragon avait été invité en Union soviétique par le comité central, Aragon avait dit aux éléments du comité central: vous avez tort de fermer vos frontières, vous avez tort de transformer votre pays en bunker, et plus vous allez vous fermer, plus évidemment vous serez l'objet de fantasmes, faites le contraire, ouvrez, invitez des écrivains, invitez des journalistes, invitez des étrangers, et qu'ils voient ce qui est en train de se faire dans ce pays, l'Union soviétique, qui est, comme disait Georges Marchais, globalement positif. La raison pour laquelle les membres du comité central ont trouvé que c'était une bonne idée, et ils ont créé dans leur principale maison d'édition, l'édition du Progrès, une collection qui s'appelait Témoignages sur l'Union soviétique. Et il y a eu en effet des dizaines d'ouvrages sur des sujets innombrables comme l'islam en Union soviétique, l'éducation en Union soviétique, les sports, voilà. Et lorsque j'ai eu, moi, à entrer en relation avec cette maison d'édition, on m'expliquait que voilà, à peu près tous les sujets avaient été traités et que donc la collection allait sans doute se terminer. Et c'est là où je leur ai fait remarquer qu'il manquait un grand sujet, c'était le cheval en Union soviétique. Et là encore, après un petit moment de surprise, j'ai argumenté le fait que le cheval, c'est l'histoire, c'est la politique, c'est la science vétérinaire, c'est la culture, c'est la littérature, etc. C'est l'art tout court. Ils m'ont mis, en effet, comment dirais-je, ils m'ont proposé d'entreprendre l'enquête en me disant, bon, très bien, allez-y, faites un livre sur le cheval en Union soviétique et faites-nous la liste des gens que vous voulez rencontrer et des lieux que vous voulez visiter. Et voilà. Alors, dans la liste, j'ai mis évidemment une centaine des principaux haras de l'Union soviétique. Alors, je rappelle que l'Union soviétique, c'était aussi l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, Kirghizie, Turkménistan, etc. Tout ça sont des endroits où il y a des chevaux extraordinaires. Mais c'était aussi Lituanie, Estonie, etc. C'était aussi le Caucase, où là encore, il y a chez les Tcherkesses, etc., il y a toute une culture équestre importante. Et dans ma liste, j'aimerais visiter le cimetière des chevaux créé par Nicolas Ier. Et ça a été le seul point sur lequel on m'a dit non, on ne sait pas, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Et moi, je le sortais tout simplement de la lecture, vous savez, ces ancêtres des magazines de voyage qui s'appelaient Le Tour du Monde. J'avais lu dans un vieux numéro du Tour du Monde de 1800, je ne sais plus combien, un article qui expliquait qu'en effet, il y avait là-bas à Saint-Pétersbourg un cimetière pour chevaux. Et je trouvais ça tellement extraordinaire que je vais demander évidemment à pouvoir aller le visiter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque soviétique, le tourisme était un monopole d'État d'une société qui s'appelait Intourist, et que les touristes ne pouvaient visiter que ce qui était dans la nomenclature de Intourist. Et comme il n'y avait pas de cimetière de chevaux dans la nomenclature, du coup, on me disait que ça n'existait pas. Heureusement, par des amis cavaliers, par la mafia, des gens qui se passionnent comme moi pour le cheval, etc., j'ai fait la connaissance d'une fille qui me dit « Mais si, mon maître d'équitation m'avait montré un endroit au fond des bois, non loin de Saint-Pétersbourg, dans un endroit magnifique qui s'appelle Tsarskoye Selo, etc. Et venez voir. » Bon, alors, donc, cette femme, cette cavalière, m'a amené sur place où j'ai vu, en effet, grillagé
entouré de clôtures qui rendaient les lieux inaccessibles, j'ai aperçu un endroit absolument invraisemblable, extravagant, qui étaient des alignements de tombes, dont certaines d'ailleurs étaient brisées, d'autres, des éléments sortaient de terre, et puis par-dessus tout ça, des gravats, des trucs rouillés, des portes cassées, tout un bordel de trucs. Et en effet, cet endroit était devenu un dépotoir. Bon, parce qu'il faut savoir que cet endroit, qui s'appelle Tsarskoye Selo, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg, est un endroit qui a été occupé par les nazis pendant le fameux siège de Leningrad. Et il y a eu des combats très importants, qui ont abouti d'ailleurs à la destruction, à l'anéantissement total des grands palais, des palais impériaux qui se trouvaient à Tsarskoye Selo. Et lorsque l'armée rouge a pu reconquérir les lieux et que le pouvoir soviétique a pu reprendre et ensuite pourchasser les nazis jusqu'à Berlin, ils se sont préoccupés de restaurer d'abord évidemment les palais impériaux, le palais Catherine, le palais Alexandre, toutes ces merveilles de l'architecture française et italienne d'ailleurs, qui a été construite par les empereurs et les tsars russes successifs. Et parmi eux, non loin de ce palais Catherine, il y avait ce cimetière, mais que les soviétiques avaient considéré comme, au fond, sans intérêt, quoi. Ça n'avait pas un intérêt pour eux, ni architectural, ni historique particulier, donc ils s'en étaient servis comme dépotoir. Et avec quelques amis soviétiques, russes, français, etc., on a essayé d'expliquer à nos amis soviétiques que c'est dommage que non pas qu'on s'y intéressait, non pas parce que c'est impérial et ça pourrait évoquer la nostalgie de l'époque impériale, mais tout simplement parce que c'est unique au monde. Et alors, en effet, l'histoire de ce cimetière, c'est que lorsque Nicolas Ier a succédé à son frère c'était Alexandre Ier, qui est, comme vous le savez, le vainqueur de Napoléon, et d'ailleurs, Alexandre Ier est rentré dans Paris à la tête des coalisés, et il est rentré à Paris, Alexandre, sur un cheval français d'ailleurs, qui s'appelait l'Ami. L'Ami, L''AMI. C'est un cheval gris dont on connaît le portrait, etc., parce qu'il a été évidemment portraituré. Et si le sujet vous intéresse, vous trouverez au musée Carnavalet, d'ailleurs, à Paris, des représentations de l'entrée dans Paris, l'entrée triomphale d'Alexandre Ier dans Paris, sur ce cheval, l'Ami. Ce cheval a été ramené par Alexandre Ier dans son pays, c'est-à-dire à Saint-Pétersbourg, et puis Alexandre Ier est mort avant le cheval. Le cheval, lorsque Alexandre Ier est mort, le cheval était toujours vivant. Et donc c'est le frère d'Alexandre qui prend la succession, donc Nicolas, avec, vous vous en souvenez, des événements considérables qu'on appelait l'affaire des décembristes, où il y a eu une tentative de coup d'État, où on a voulu renverser, enfin empêcher en tout cas Nicolas Ier de prendre le pouvoir. Et Nicolas Ier, qui était un empereur qu'on a nommé l'empereur de fer, a réglé le problème à coups de canon et de déportation. C'est-à-dire que la plupart des auteurs de cette tentative de coup d'État ont été déportés en Sibérie, où ils ont fini leur jour, et puis la troupe qui avait participé à la tentative de coup d'État a été passée par les armes. Mais il n'empêche que cet empereur qui manquait pas d'autorité avait une tendresse particulière pour les animaux, et en particulier pour les chevaux. Et lorsqu'il a trouvé dans les écuries impériales ce cheval, l'Ami, qui avait appartenu à son frère, et qui était un cheval historique puisqu'il était rentré dans Paris, Nicolas Ier a estimé que c'était indigne de laisser ce cheval dans des écuries d'une caserne quelconque. Et il a décidé, une idée à l'époque complètement farfelue et très originale, mais enfin on ne discutait pas les ordres de l'empereur, de créer une espèce de maison de retraite pour chevaux méritants. Et il a fait construire donc dans le parc qui se trouve derrière le palais Catherine, il a fait construire une écurie avec 5 ou 6 boxes dans laquelle il a installé le cheval l'Ami et quelques autres chevaux qui, à ses yeux, méritaient d'être bien traités jusqu'à la fin de leur jour.
Et puis un jour, évidemment, l'ami est mort. Et donc on est venu en informer l'empereur pour lui demander, Majesté, le cheval de votre frère est mort, qu'est-ce qu'on en fait? Et Nicolas, indigné, a dit, mais naturellement, on l'enterre. Et ça a été le début d'une tradition qui a duré jusqu'à la Révolution de 1917, où les chevaux méritants, qui ont porté ou pas les éléments de la famille impériale, étaient enterrés là. Et lorsqu'il est arrivé à la Révolution de octobre 17, il y avait là 120 sépultures. C'est unique au monde. Il y avait 120 pierres tombales. Alors chaque tombe, c'était un grand morceau de marbre dans lequel on sculptait et on passait et on peignait à leur fin le nom du cheval, le nom, sa date de naissance quand on la connaissait, la date de sa mort, et puis ses principaux exploits quand on les connaissait. Et voilà, ce lieu, encore une fois unique au monde, avait été finalement à l'époque soviétique livré à l'abandon, mais heureusement, il est maintenant en cours de restauration, et je pense qu'à la fin de l'année 2022, il sera à nouveau visitable. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors donc, on va peut-être maintenant donner la parole à nos étudiants cavaliers ou nos étudiants non cavaliers. Qui veut donc interroger Jean-Luc Gouraud ou faire des remarques sur son discours? Oui. Écoutez, franchement, j'en sais rien. Et c'est complètement insolite. Mais un peu comme les hommes préhistoriques, j'ai depuis toujours une espèce de fascination puérile. Hein, c'est une passion puérile que j'ai eue dès mon enfance pour cet animal. Mais il n'y a aucune raison, parce que je suis né à Paris. Parmi mes ancêtres, il n'y a pas de cavalier, il n'y a pas d'éleveur de chevaux, il n'y a pas de... Alors, la seule explication qu'on m'ait donnée, c'est j'étais en Inde, où j'avais été voir ce qui était devenu, parce que l'armée indienne, pour des raisons que j'avais du mal à comprendre, avait acheté plusieurs centaines de chevaux autrichiens qu'on appelle les Haflinger, soi-disant pour pouvoir monter des régiments de cavalerie qui pourraient patrouiller sur les frontières de l'Himalaya. Et donc, plusieurs fois, j'ai enquêté là-dessus, je suis allé voir en Inde pourquoi ça se passait. Et du coup, au cours de ces voyages en Inde, j'ai pu assister aussi à une foire extraordinaire, une foire aux animaux, où on vendait des éléphants, des chevaux, des bœufs, des machins, enfin... Bon, ouais. Et là, j'ai rencontré un vieux type qui m'a dit, et c'est voilà la réponse à votre question, qui m'a dit que j'étais la réincarnation d'un cheval. Donc voilà, peut-être qu'il a vu ça à mon physique, je ne sais pas. Mais j'ai pas d'explication, en dehors de celle-ci, qui ne me déplaît pas d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas si vous vouliez parler, non? Non, mais allez-y. Juste pour info, est-ce que les autres peuvent juste écouter quand les questions sont posées et quand M. Gouraud répond? Merci. Ouais, oh là, on m'entend bien. J'ai pas ce talent. Non, je voulais vous demander, vous avez parlé des peuples, enfin voilà cette fameuse phrase là que vous avez dit au début, on reconnaît un peuple à la façon dont ils traitent leurs chevaux. Alors quel est parmi tous les pays que vous avez fait, d'ailleurs combien de pays avez-vous fait? Et ma question c'est, quel est le pays qui vous a semblé avoir le plus la culture du cheval? Allez, on va faire court, c'est juste ça pour l'instant. Oui, alors, pardon de faire une réponse de Normand, parce qu'on ne peut pas comparer des pays qui ont un usage à ce point différent du cheval entre les peuples, disons, cavaliers
et les peuples d'écuyers. D'ailleurs, le distinguo savant n'est pas de moi, il est de Jean-Pierre Digard, qui est un éminent chercheur du CNRS, qui est le grand spécialiste de la domestication animale, qui a fait ce distinguo que je trouve très, très, très intéressant, et qui dit que dans les pays où le cheval est un animal commun qui prolifère, etc., qui n'a pas une très, 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 très grosse valeur marchande, où le cheval est un animal de travail, ça constitue des sociétés de cavaliers, mais que ces sociétés de cavaliers ont simplement inventé ou pratiquent une équitation primitive, primaire, simple. C'est ce qu'on appelle l'équitation de travail, tout simplement. Aller en avant, faire marcher son cheval à droite, à gauche, enfin, on ne fait pas des grimaces avec son cheval, quoi. Il s'agit de canaliser des troupeaux ou d'aller d'un point à un autre. Donc c'est une équitation, encore une fois, l'équitation de travail. Mais ce n'est pas dans ces pays-là qu'on a inventé ce que nous appelons, nous, ici, les équitations savantes, les équitations de haute école, qui ont été entièrement conçues et inventées et fabriquées dans des pays où, au contraire, le cheval est une rareté, le cheval est une richesse, le cheval est l'apanage d'une aristocratie, d'une aristocratie d'argent ou d'une aristocratie de sang. Mais en tout cas, c'est la rareté du cheval qui a fait qu'on s'en est préoccupé pour lui faire autre chose que des travaux des champs, mais lui faire faire. Et c'est ainsi qu'est né en Italie, comme à peu près tout ce qui est, comme à peu près tout à la Renaissance, quand on est passé du Moyen Âge à la société contemporaine, ça s'appelle la Renaissance, ça s'est appliqué dans le domaine des arts, mais ça s'est appliqué aussi dans le domaine de l'équitation, où on a su faire de l'équitation un des beaux-arts. C'est-à-dire, c'est devenu une équitation de spectacle. C'était une équitation savante, une équitation artistique. Voilà. Et donc, comment comparer le comportement du Mongol? Moi, j'ai vécu des journées, des semaines et des mois formidables en Mongolie, mais c'est du radada. On va d'un point à un autre. J'ai accompagné, par exemple, ce qu'on appelle un petit médecin, qui sont des gens qui disposent d'une espèce de diocèse dans lesquels ils ont compétence pour aller assurer une veille sanitaire. Alors, ils ont compétence sur un rayon de 50 km à peu près, c'est-à-dire une journée à cheval autour de leur yourte, et ils vont inspecter alors, les femmes enceintes, les vieux qui ont des problèmes de tension, les mecs qui ont mal aux dents. Alors, ce sont des types qui sont pas vraiment médecins, mais qui sont un peu plus qu'infirmiers, quoi. Ils ont une formation intermédiaire entre l'infirmier et le médecin. Alors, ils font des inspections régulières, et j'ai eu la chance d'accompagner un type comme ça pendant 2 semaines pour assister à des scènes. Alors, le type était très fier de lui, d'ailleurs, pour me montrer combien il était un bon petit médecin, puisqu'il avait, dans son cheptel humain, si je puis dire, il avait 2 centenaires. Ce qui est une preuve quand même qu'il s'occupait bien de ces populations. Et c'était, encore une fois, une équitation. On prenait un cheval pour aller d'un point à un autre, hein, c'était tout. C'était pas le moment de faire à son cheval des jolies galipettes ou des trucs gracieux, tout ça. Et on demande au cheval d'avancer quand on lui demande d'avancer, d'aller à droite quand on lui demande d'aller à droite, à gauche, à gauche. Bon, équitation basique, qui est celle, au fond, des cow-boys. Hein, c'est pas... D'ailleurs, les cow-boys ne connaissent que 2 allures, c'est le pas et le galop. On ne s'emmerde pas à faire du trot ou toutes ces choses intermédiaires. Bon. Donc on ne peut pas comparer, si vous voulez, ce type de relation au cheval, ce type d'utilisation du cheval, et ce qui se fait à l'école espagnole de Vienne, où depuis 2 siècles, 3 siècles maintenant, on habitue les chevaux à faire des levades, des croupades et toutes ces grimaces magnifiques qui constituent ce qu'on appelle la haute école. Et si tout à l'heure, en commençant cette soirée, je vous recommandais d'aller à Versailles, dans les grandes écuries de Versailles, où Bartabas a remis des chevaux pour créer cette académie équestre,
c'est parce que vous allez voir là un heureux mélange entre l'équitation savante et la créativité, la folie du spectacle. Voilà, donc, pardon, je vous ai prévenu, c'était une réponse de Normand, donc... Si encore une ou deux réponses surgit de la salle, on sera très heureux. D'autre part, il faudrait que Maxime Resson, qui nous a rejoint aujourd'hui, nous dise également un mot de quelque chose de très différent, c'est-à-dire de ce qu'il crée actuellement pour créer la relation entre les étudiants et les alumni. Donc Maxime, peut-être après la prise de parole, ça serait bien que vous nous terminiez la soirée peut-être avec cette petite mise au point. Oui, vas-y. Alors moi, j'aimerais bien savoir, quand vous partez en expédition et en aventure, est-ce que vous partez seul ou est-ce que vous êtes accompagné de certains camarades? Et deuxième question, quand vous voyagez avec vos chevaux, par exemple, pour faire le Paris-Moscou, comment est-ce que vous arrivez à prendre soin du cheval, à continuer à réussir à lui donner de l'eau, le nourrir et lui donner assez de repos? Alors, vous avez presque répondu dans la deuxième partie de votre question. Elle répond à la première. Non, quand je voyage à cheval, je voyage seul. Enfin, je ne suis pas seul puisque je suis avec mes chevaux. Mais déjà, s'occuper de ses chevaux et de soi, c'est déjà suffisamment de boulot pour qu'on ne s'encombre pas de gens qui ont mal aux fesses, dont l'étrier est trop long, qui trouvent que ça va trop vite ou pas assez vite, etc. Donc, franchement... les trucs à plusieurs, non. Quand je voyage, j'ai assez de boulot à m'occuper de mes chevaux et de moi, donc je préfère... Alors, sauf, naturellement, et quand j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me montre un chemin. Par exemple, dans ce voyage de Paris à Moscou, j'étais très heureux, quand je suis arrivé à la frontière entre les deux Allemagnes, de trouver des cavaliers est-allemands qui m'ont aidé à traverser ce pays qui était quand même assez policé. Bon. Parce que dans toutes les étapes précédentes, pardon, excusez la vulgarité du propos, mais on se démerde, quoi. C'est-à-dire c'est chaque jour, là où vous arrivez, qu'il faut trouver la solution à vos problèmes. Et malheureusement, c'est ce que j'ai dit encore récemment, il y a un philosophe qui a une certaine notoriété qui s'appelle Gaspard Koenig et qui vient de faire un voyage, lui, sur les traces de Montaigne, de Bordeaux à Rome. Il était venu me voir pour me dire, voilà, je fais qu'est-ce qu'on fait? Il faisait toutes sortes de préparatifs, il prévoyait des tas de trucs, il prévoyait des étapes, il réservait des hôtels, des écuries, des kilos d'avoine ici, des balles de foin, etc. Et je lui ai dit, mais mon cher Gaspard, non, arrêtez de préparer votre voyage, partez, parce qu'il suffit d'un incident à la première étape pour que tout votre jeu domino s'écroule, quoi. Donc, quand j'ai fait ce voyage que j'évoquais en 90, l'année précédente, il y avait eu une très forte tempête qui avait bouleversé toutes les forêts de France et d'Allemagne. Et donc, quand vous vous trouvez sur une carte que vous pouvez faire, vous pouvez traverser une forêt qui fait 10 km et que cette forêt est encombrée d'arbres abattus, d'abattis, etc., et qu'il faut la contourner, c'est plus 10 km, mais c'est 60 km, évidemment, toutes vos étapes successives sont fausses. Donc, la seule solution, c'est de régler ces problèmes au cas par cas, jour par jour. Et alors, quand vous êtes dans des pays comme la France, il n'y a pas de problème parce que vous ne pouvez pas faire 30 km sans qu'il y ait ou un centre équestre, ou un haras, ou un amateur, ou un type, ou des écuries. Bon, même chose en Allemagne de l'Ouest. En Pologne, c'était encore plus magnifique parce qu'à l'époque, la Pologne était encore un pays où on utilisait le cheval dans les campagnes, quoi, comme animal de trait, pour tirer la charrette ou tirer la charrue. Et là, évidemment, moi j'arrivais avec mes grands chevaux trotteurs français, alors que là-bas, ils utilisent des chevaux plutôt petits et trapus. Et donc, j'étais une attraction quand j'arrivais quelque part dans un village polonais où les gens s'attroupaient
non pas autour de moi, dont ils se foutaient complètement, mais autour de mes chevaux, pour les trouver un peu comme en Italie, quand vous arrivez avec une belle bagnole, les gens se précipitent autour de la bagnole et non pas autour du chauffeur, évidemment. Bon. Donc j'ai eu, si vous voulez, le seul moment où j'ai eu, dans le cours de ce voyage, des difficultés à me loger, mais c'est pas grave, je dormais dans le fossé le long de la route, c'est en Biélorussie, parce que les distances sont telles qu'il m'arrivait de faire plus de 200 km sans voir personne, quoi. Enfin, là, bon, on attache les chevaux, on les laisse brouter et se nourrir de ce qu'on trouve comme herbe, et puis on redémarre le lendemain, quoi. Mais en tout cas, c'est ce que je dis à tous ceux qui ont la gentillesse de venir me voir pour avoir des conseils. Ne préparez pas trop vos voyages, partez et démerdez-vous jour après jour, vous verrez bien. Parce que d'ailleurs, il suffit que votre cheval se mette, un de vos chevaux se mette à boiter après 30 km, et puis c'est fini, votre voyage il est terminé. Donc ça ne sert à rien de trop prévoir. Mais si vous voulez voyager ça dépend où vous voulez voyager. Évidemment, si vous voulez voyager au Turkménistan, là je vous recommande de vous faire accompagner par des voitures qui pourraient vous amener de quoi bouffer, parce que vous allez sinon vous retrouver dans le désert pendant 3 ou 4 jours, et vos chevaux n'auraient rien à boire, et vous rien à manger, et donc c'est pas possible. Donc tout dépend du terrain. Mais dans toute l'Europe, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas faire. En Espagne, en Italie, en Allemagne, en Lituanie, etc., vous ne pouvez pas faire 30 km sans trouver quelqu'un qui a des chevaux. Vous avez un projet ? À nos plus évidents voisins. Bon, merci beaucoup. Et Maxime, peut-être devait vous dire quelques mots avant qu'on ne se quitte. Oui, merci beaucoup, Monsieur Gouraud. Non, simplement 2 minutes. Ça concerne uniquement les membres de l'Institut catholique de Paris qui sont élèves ici ou alumni. On a constitué depuis 1 an maintenant le réseau des alumni, qui est officiel, qui est déclaré, et vous pouvez tout retrouver sur LinkedIn, sur le compte Alumni ICP, et vous êtes tous invités à le rejoindre pour continuer à fédérer le réseau, et tout est centralisé dessus, que ce soit les offres de stage, les propositions de mission, et pour retrouver tous les gens qui sont passés par l'Institut catholique de Paris, qu'ils soient élèves, anciens élèves ou profs. Voilà, c'est tout. Merci à vous.